Donc aujourd'hui, je présenterai le projet BIRDS, l'intelligence artificielle pour le maintien à domicile via la détection des situations à risque chez des personnes fragiles. Donc c'est un projet pluridisciplinaire qu'on mène avec Bordeaux BPH, le Hélène Amiva, mais aussi avec l'Université de Waterloo, soutenue par l'IDEX. Donc ici, vous voyez l'ensemble des acteurs. Donc, les informaticiens, c'est nous et Inflexis, une PME innovante régionale. Donc, les spécialistes du domaine des risques, c'est l'INSERM, donc BPH, et le département de mouvement humain, kinésiologie, de l'Université de Waterloo. Donc, la motivation de notre projet, c'est le vieillissement général de la population. Donc, si on regarde ces courbes et la projection surtout sur le futur, on voit que à peu près un tiers de la population française dépassera l'âge de 60 ans en 2050. Un quart de la population canadienne aura plus de 65 ans et une dixième plus de 80 ans en 2050. Et donc, se posent des questions de maintien à domicile, car le vieillissement est accompagné avec des maladies chroniques et donc le phénomène de fragilité. C'est un grand défi sociétal dû au coût et besoin de soins, mais surtout qu'on ne peut pas proposer une solution unique parce que des personnes âgées sont différentes. Il est nécessaire de considérer des conditions de la vie à l'âge avancé, comme l'état de santé, l'autonomie dans la vie quotidienne et la qualité générale de la vie de l'individu. Et les résultats de recherche actuellement en psychologie et gériatrie montrent que la santé en âge avancé s'est améliorée pour la génération actuelle des personnes âgées, mais qu'elle peut-être ne sera pas aussi bien pour des générations futures. Et donc, les objectifs de notre projet consistent à développer des protocoles, des méthodes d'intelligence artificielle pour la détection des risques chez des personnes fragiles vivant seules à leur domicile. Et donc, cet objectif est en accord avec la politique de l'Organisation mondiale de la santé en vieillissement actif. Les origines de projet viennent de la collaboration que nous avons établie entre nous-mêmes, donc les informaticiens de l'Université de Bordeaux et donc les spécialistes en gériatrie, mais aussi avec l'Université de Waterloo, qui est liée avec l'Université de Bordeaux par des longues historiques de collaboration. Donc, en ce qui nous concerne, donc, nous bâtissons sur nos travaux de recherche antérieurs, sachant que les technologies et surtout la méthodologie de l'intelligence artificielle a beaucoup évolué dans notre domaine. Et donc, parlons de vieillissement réussi et les risques qui entourent les personnes vivant à leur domicile seules. Donc, ces risques sont très diversifiés et donc, dans notre démarche, nous focalisons plutôt sur des risques sémantiques, les risques qui ne peuvent pas se limiter au risque de chute, tout simplement détecté quand la personne est déjà en train de se tomber. Et bien sûr, que ce sont des technologies de l'information et surtout les méthodes d'intelligence artificielle sur les données collectées qui puissent donner une solution. Donc, c'est un projet pluridisciplinaire et qui a ses spécificités. Donc, on a à construire tout un dialogue, une compréhension commune entre la partie non technologie d'information et technologie de l'information. Donc, il faut aussi être persuasif en montrant ce que l'intelligence artificielle peut faire et ce qu'elle ne peut pas, et quels sont les efforts pour mettre en place donc, ce genre des outils. On a des aspects éthiques, il s'agit des personnes, donc un effort important est nécessaire donc, pour l'anonymisation
de données, mais surtout, ce n'est pas un projet applicatif, bien que le domaine d'application est bien cerné, c'est un projet aussi très exploratoire, parce qu'un effort de recherche très conséquent est demandé pour la construction de nouveaux modèles sur ces données. Et donc, dans des conditions, quand nous avons peu d'exemples positifs d'apprentissage, les situations à risque, bien que peuvent être simulées donc, dans les enregistrements par les volontaires sains, pour que le scénario soit, disons, réaliste, ne peuvent pas arriver toutes les 5 minutes. Et donc, là, dans notre projet, nous sommes partis en fait complètement de l'inexistant. Et avec les sociétés, donc Inflexis, nous avons donc développé une application Android pour la collecte des données des différents senseurs. Donc ici, on a une montre Empatica proposée par MIT. Nous avons donc un senseur avec les accéléromètres qu'on place sur le plexus et nous avons aussi une caméra vidéo pour l'observation contextuelle. La taxonomie des risques a été donc élaborée d'abord par les psychologues et gérontologues de l'Université de Bordeaux et ensuite a été complétée par les spécialistes du mouvement humain car il s'agit aussi des risques qui sont liés au mouvement humain qui peuvent engendrer des chutes ou d'autres donc, situations désagréables. Deuxième aspect, comme je viens de le dire, c'est la complexité des données réelles. Aujourd'hui, il existe beaucoup de corpus d'open source dans lequel tout est clean et donc on peut avoir des superbes scores sur ce genre de données. Mais dès qu'il s'agit des données réelles qui sont enregistrées dans des conditions réelles, donc tout de suite se posent plusieurs choses. Donc d'abord, ce sont des problèmes de synchronisation de ce genre de capteurs sur les applications Android. Et donc, il a fallu développer les algorithmes de traitement du signal, d'estimation et de compensation des délais de transmission. Par ailleurs, il s'agit des méthodes assez intrusives parce que si la personne vit et reçoit des gens, donc il y a tout un problème d'anonymisation des données. Les outils automatiques de détection et de floutage des visages dans ces conditions réelles avec la variation forte de pose, etc., ne fonctionnent pas très bien. Par ailleurs, dans les scènes visuelles, nous pouvons avoir des éléments qui en fait sont reconnaissables, comme les photos par exemple. Et donc, toutes ces itérations de floutage sont nécessaires, d'abord de façon automatique, ensuite avec une vérification manuelle. Bon, donc pendant ce projet, nous avons aussi à annoter les données pour entraîner les modèles des réseaux profonds de détection de situations à risque. Et nous avons donc développé une interface ergonomique et adaptée pour les non-informaticiens parce que les annotateurs, ce sont des psychologues et pour annoter les données, on se base sur le principe d'inférence visuelle. Donc, on a forcément la vidéo qui est enregistrée pendant 3 secondes, toutes les 10 secondes. Donc, cette vidéo est faiblement synchronisée avec les données des capteurs, mais elle est quand même synchronisée. Et donc, il y a l'affichage de la vidéo pour la reconnaissance de la scène par l'annotateur et aussi l'affichage des signaux des capteurs. Et donc, l'annotateur peut positionner des fenêtres et donc annoter précisément ce qu'ils estiment comme situation à risque. Le protocole d'enregistrement qui a été également élaboré par nos collègues prévoit aussi la conduite du journal de bord quand des patients, ou plutôt des sujets, enregistrent, donc notent tout simplement les situations qu'ils estiment être risquées. Voilà.
Donc, tout cela nous a permis d'enregistrer le corpus de données, donc qu'on appelle BIRDS. C'est un corpus qui est en pleine évolution. Donc, déjà, il y a eu des enregistrements sur un volontaire sain pendant 26 jours, mais l'ensemble des données sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui représente une durée de 7532 minutes. Et les catégories à détecter, c'est le risque de chute, risque d'accident domestique, hydratation, ce qu'on appelle le risque opposé. Donc, vous voyez que l'ensemble des événements est très hétérogène. On a des activités comme hydratation, mais aussi tout ce qui est la situation contextuelle. Voilà. Et finalement, donc, bien sûr, le classe de rejet qui est non risque. Donc, ces données sont bruitées. Ces données, souvent, sont manquantes parce qu'on a beau dire qu'on a plein de IoT, dès qu'il s'agit d'une application réelle, on a des défaillances des capteurs. Pour quelles raisons? On ne le sait pas. Donc, il y a des trous dans les enregistrements des signaux. Et la première chose à faire, c'est de proposer une méthode d'imputation. Après avoir fait une étude assez poussée aussi sur les méthodes de l'IA d'imputation des données, nous nous sommes arrêtés quand même sur la méthode bien connue qui est l'imputation par la moyenne sur la population. Donc, ensuite, pour donc, homogénéiser les données, on effectue un blanchiment et finalement un mapping dans l'hypercube unitaire pour chaque coordonnée donc, de notre vecteur. Donc, selon la littérature, ce genre de situation, si par exemple on prend les travaux de l'UCI, donc l'équipe la plus reconnue peut-être c'est l'équipe de Ramesh Jain, on peut détecter des situations à risque uniquement sur des signaux. Donc, comme les signaux sont non seulement électrodynamiques, mais aussi physiologiques, donc on peut détecter les situations de fragilité de la personne par la variation de ces données physiologiques. Et donc, le premier schéma, la première architecture que nous avons développée, c'est un réseau GRU qui est donc encodeur, mais avec une couche de tension, donc qui permet de classifier les séquences, on appelle ça les fenêtres des données, pour détecter les risques. Bien, donc par contre, si on évalue les résultats sur ce genre de données, bien que l'ensemble de nos capteurs est assez riche par rapport donc, à ce que nous observons dans la littérature, donc nous voyons que les performances ne sont pas trop élevées. Hein. Donc, on a testé plusieurs réseaux donc, par rapport à la littérature. On obtient quand même les meilleurs résultats avec le réseau encodeur-décodeur avec tension, mais c'est quand même assez loin de pouvoir utiliser ce genre de technique dans l'étude en population et donc dans une étude réelle. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes orientés vers les architectures hybrides dans lesquelles nous avons donc à la fois les données des capteurs et les données visuelles, donc typiquement des fenêtres spatio-temporelles de la vidéo. Donc ici, on a opté pour les réseaux à convolution 3D dont les performances intéressantes ont été donc constatées dans un autre projet dont Renaud Pitteri parlera plus tard. Et donc nous procédons par en fait une concaténation standard, c'est assez standard, des caractéristiques vidéo et du signaux. Et ensuite, donc, on fait toutes sortes de normalisations. Par contre, une importance, ce sont des blocs de tension. Il faut dire que notre équipe a déjà une expérience sur le modèle de tension dans les réseaux profonds. Ce sont des mécanismes internes qui accentuent de certaines features, donc de certaines caractéristiques pour obtenir des meilleurs scores de prédiction.
Donc, je vous montre ici le bloc de tension que nous avons donc élaboré. En fait, d'une part, on a la concaténation des caractéristiques issues de GRU et de convolution 3D, de réseau de convolution 3D. Donc, mais aussi, on va les concaténer avec l'état caché donc, de GRU et ensuite donc, faire un ensemble de transformations qui nous amènera à obtenir des poids normalisés pour les features. Et donc là, ici, nous avons des features qui seront multipliés par ces poids qui augmentent ou diminuent leur contribution. Donc, tout cela a été donc testé sur nos données réelles imputées, blanchies et normalisées. Et nous pouvons voir que les résultats sont meilleurs et typiquement tout ce qui est risk of domestic accident, bien sûr, derrière, il y a des modèles. Donc, risk of domestic accident signifie pour nous que la personne se trouve dans les endroits dangereux, donc comme la cuisine ou encore la salle de bain, et que son état physique donc, est instable. Ça peut s'exprimer par des mouvements ou ça peut s'exprimer aussi par l'augmentation de la fréquence cardiaque et d'autres mesures physiologiques. Donc, la cross-validation aide beaucoup dans ce genre de classifieur. Donc, avec les puissances de calcul aujourd'hui, nous sommes capables de la faire sur les classifieurs par les réseaux profonds. Et donc, la performance, la précision globale avec la cross-validation est de 83%, ce qui quand même nous rapproche à une situation quand ces outils peuvent être utilisés plus sereinement. Bien sûr que le travail n'est pas encore arrêté, on est en plein développement. Deuxième chose, c'est non seulement qu'il faut détecter les risques, mais dans ce genre de projet pluridisciplinaire et surtout qui engendre des décisions dans le domaine de la santé, il est nécessaire d'expliquer les décisions des réseaux pour les partenaires, pour les utilisateurs et décideurs du domaine. Et donc, ça, c'est notre deuxième volet de recherche donc, que nous développons dans le contexte de explicabilité de l'IA donc, au Labri. Et notre première approche, c'est l'explicabilité en se basant sur l'ensemble d'apprentissage, à savoir que le modèle de tension est en soi déjà une explication. Et donc, les features qui sont accentuées par les poids de tension sont plus importants pour la décision. Et en faisant une propagation inverse de ces poids, nous pouvons finalement arriver à montrer quelles sont les mesures et en quel moment de temps. Ici, vous voyez un exemple sur 20 échantillons qui ont été donc bien évidemment amenés à la même fréquence d'acquisition par l'interpolation. Donc, quelles sont les mesures importantes pour donc, la prise de décision sur ce corpus BIRDS. Et donc, nous remarquons que les plus importants en tout ce qui concerne des signaux, ce sont des mesures des accéléromètres, les mesures qui sont donc prises sur le plexus et les mesures sur la montre. Bon, donc, ceci concerne les signaux, mais les méthodes d'explication qu'on développe aussi portent sur le côté visuel, sur la vidéo. Et donc, une des perspectives immédiates de ce travail consiste donc à construire l'explication conjointe et simultanée quant à la prise de décision par notre architecture hybride sur la composante visuelle et sur la composante donc, du signal. Par ailleurs,
nous continuons à enregistrer le corpus. Aujourd'hui, c'est un volontaire, donc âgé, fragile, car après une maladie chronique, il a toujours cette maladie. Et donc, la procédure de GDPR, RGPD, pardon, français, est en cours avec le DPO de l'université. Et il y a encore un très grand travail pour la masterisation de ce corpus. Avec les collègues de l'Université de Waterloo, nous concevons donc la projection vers le open source. Donc, tout ça, c'est à bâtir et aussi, bien évidemment, de améliorer et proposer de nouvelles idées pour à la fois l'architecture hybride, mais aussi pour les explications. Bon, donc j'ai fini, je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Jenny. On va sortir. Ah, je suis pas host, donc ouais, merci. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions, commentaires à faire à Jenny? Quelqu'un qui a écrit. Ok. Vas-y, Frédéric. Oui, j'avais une question. Alors, c'est un sujet que, bien sûr, hein, tu as abordé. Donc, c'est plutôt sur l'aspect, disons, intrusif de ce genre de méthode, enfin, les aspects privacy, etc. Donc, ça, c'est une partie que tu as déjà abordée. Mais après, il y a aussi un autre versant qui me semble important, c'est au niveau de l'utilisabilité de ce système. À savoir, faire un système comme ça, si un jour on veut l'utiliser, probablement, ça veut dire qu'on lui fait assez confiance. Enfin, toi, là aussi, il y a peut-être un certain nombre de conditions, parce que déployer un système comme ça veut dire qu'après, s'il y a un accident, c'est de ta faute, ou que tu es capable de mettre un certain nombre de limites à son utilisation. Donc, est-ce que vous avez réfléchi aussi à quelles seraient les conditions pour pouvoir déployer un système comme ça, et puis comment on fait justement pour traiter tous les cas qui sont forcément pas prévus, et donc qui fait que le système-là ne Mhm. pourrait pas être complètement autonome. Donc, Mhm. est-ce que vous avez réfléchi à ce genre de questions? Oui, déjà, il y a des premiers éléments de réflexion parce que la société Inflexis a déjà fourni un service qui a été commercialisé par une des compagnies d'assurance avec lesquelles il travaillait. Notamment, c'était le service de la montre connectée. Et donc là, montre connectée avec la vidéo. Et donc, typiquement, les algorithmes qui ont déployé, c'était juste la détection de chute. Hein, donc, c'était les algorithmes de signal sur les accéléromètres. Et la personne avait donc la possibilité d'appeler le centre d'aide en pressant le bouton sur la montre. Donc, il y a déjà eu ces premiers éléments de réflexion à ce sujet, mais comme tu le comprends, nous, en tant que chercheurs, nous ne sommes pas au produit. Nous sommes surtout sur la partie algorithmie pour pousser nos scores le plus loin possible pour que le système soit le plus robuste, le système algorithmique. Et d'ailleurs, c'est très ambitieux ce genre de projet, parce que bon, nous avons eu un projet européen là-dessus et déployer une étude sur une grande cohorte, c'est très compliqué. Donc, en réfléchissant avec nos psychologues, nous nous sommes orientés plutôt vers le scénario monopersonne, donc adapté à l'individu. C'est-à-dire que forcément, il y a une période quand il porte ce système qui ne détecte rien, ne prend pas les décisions, mais enregistre les données et que ces données et ces comportements aussi sont en quelque sorte étudiés par les psychologues. Voilà. Donc, personnellement, je vois l'évolution de ce genre de dispositif par rapport à nos projets antérieurs, que on est un petit peu trop vite allé à se dire que oui, voilà, on va mettre plein de capteurs sur les personnes et que tout se passe bien. En réalité, pas du tout. Et on a encore des années, je pense, de recherche pour que ce genre de dispositif puisse être réellement
déployer avec toute confiance par rapport à ces risques que tu vois très sémantiques. Hein. Donc, pas que accéléromètre qui te détecte la chute. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est en parallèle. Ça marche en parallèle. Ok, merci.